Bonjour, je suis Antoine Fex, je suis urologue et spécialisé en andrologie et en sexologie et je suis l'ancien responsable du comité d'andrologie de médecine sexuelle. Donc j'interviens dans ce module de l'EQ en andrologie de médecine sexuelle. Là, je vais vous faire les rappels à savoir en physiologie et en anatomie. Donc je vais partager mon écran pour commencer. Voilà, donc là vous avez simplement un petit aperçu de la salle qui nous manque à Saucé-les-Pins, où j'espère on se retrouvera pour certains d'entre vous en présentiel, mais pas avant septembre. Alors, on va faire un peu un rappel anatomique, la physiologie de l'érection, de l'éjaculation, puis quand même un minimum de choses sur la fonction hormonale et sur le cycle de la réponse sexuelle. Alors, les rappels anatomiques, bon, d'abord, un préambule, le ligament suspenseur du pénis, ce que vous connaissez, hein, il a un faisceau antérieur, ici, qui va de la blanche à l'anguien, avec un faisceau plus profond qui s'insère directement sur la symphyse pubienne et avec une lame médiane qui est traversée ici par la veine dorsale profonde de la verge, dont le sacrifice est possible, comme vous le savez, puis après deux lames épaisses qui sont issues du faisceau profond et dans lesquelles passent les artères et nerfs dorsaux. Donc attention, lorsque vous faites par exemple une section du ligament suspenseur, à ne pas léser les nerfs et donc d'entraîner un trouble de la sensibilité. Ces éléments vasculo-nerveux vont cheminer sous le fascia de Buck. Alors, les amarres musculaires, les muscles ischio-caverneux aussi qui enserrent la racine des corps caverneux, ils sont importants parce qu'ils permettent de comprimer une fois que la verge est en érection et en se contractant, d'envoyer plus de sang sur la partie distale et donc d'entretenir l'érection. Vous voyez également le muscle bulbo-spongieux qui lui est également un muscle puissant qui va aider dans le mécanisme de l'éjaculation, on y reviendra plus tard. Parfois, il y a une petite expansion musculaire, notamment du muscle bulbo-spongieux. Et cette bandette, parfois, dit-on, d'après les anatomistes, pourrait en plus compléter le blocage veineux en bloquant la veine dorsale profonde. Bien sûr, un organe vasculaire avec l'artère pudendale interne qui donne quatre collatérales, la périnéale superficielle, la périnéale bulbaire, l'artère bulbaire ou artère du bulbe du pénis, l'artère urétrale que vous voyez là, et puis l'artère caverneuse. L'artère caverneuse qui donne des artères hélicines, vous voyez, on le verra tout à l'heure pour le mécanisme de l'érection, et qui va s'anastomoser au bout, au niveau du gland. Et il y a également, bien évidemment, vous voyez ici également l'artère dorsale de la verge. Alors, c'est un organe vasculaire avec les artères caverneuses que vous voyez là dans cette coupe anatomique, les artères dorsales ici, l'albuginée qui entoure les corps caverneux, la veine dorsale superficielle, la veine dorsale profonde, et au niveau des fascias, vous avez le fascia de Buck qui est le fascia profond, où il y a la veine dorsale profonde, et le fascia superficiel, où il y a l'artère dorsale, la veine dorsale pardon, superficielle, et le fourreau de la verge. Là, vous avez une coupe dans l'autre sens qui permet de mieux voir, et c'est important notamment pour les dissections coronales dans la maladie de la Peyronie ou les courbures congénitales. Les bandettes vasculo-nerveuses, là, vous voyez chez l'adulte le rameau médian et le rameau latéral. Hein, il se situe en dehors de l'artère. Alors, il y a au moins deux rameaux, puisque très souvent, il y a d'autres petits rameaux, comme vous le voyez ici sur cette vue chirurgicale. Donc là, vous avez la veine dorsale profonde. Vous voyez le rameau médian qui est dessiné par le feutre et le rameau latéral. Puis vous voyez, même il y a des petites expansions un petit peu plus. Ça, bien évidemment, il y a un côté variable. Alors, quand elles sont près du bulbe spongieux, elles peuvent être sacrifiées, mais par contre, les deux principales, il ne faut pas qu'elles soient sacrifiées pour éviter des dysesthésies qui parfois sont quand même très pénibles, et surtout lorsqu'elles sont définitives. Alors, c'est un organe vasculaire également sur le plan veineux. Il y a le réseau superficiel qui draine la peau, le prépuce, le tissu sous-cutané. Ça passe par la veine dorsale superficielle et ça se jette en général dans la veine saphène, la veine saphène interne du côté gauche. Et le réseau intermédiaire avec la veine dorsale profonde qui draine le gland, le corps spongieux, les deux tiers distaux des corps caverneux et qui va se drainer dans le plexus de Santorini par l'intermédiaire du ligament suspenseur que l'on a vu tout à l'heure. Puis après, il y a le réseau encore plus profond, c'est par les veines caverneuses qui se drainent dans les veines pudendales internes.
Alors, les abords chirurgicaux, on y reviendra bien évidemment quand on fera les différentes interventions chirurgicales. Je crois que celui qui est le plus important à voir par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est, vous voyez, lorsque vous faites une incision coronale pour une maladie de la péronie ou une courbure congénitale, vous voyez, ben, si vous incisez finalement qu'une partie du dartos, et ensuite il faut inciser plus profond pour aller vraiment sectionner le dartos et le fascia de Buck si vous voulez être directement au contact des bandelettes vasculo-nerveuses dans la partie profonde du fascia de Buck. Donc là, vous voyez la dissection qui est complète, progressive, ce qui permet ensuite de faire un degloving où d'emblée, vous allez le voir, vous êtes dans le bon plan, vous voyez, parce que là, vous allez emmener tout le corps, le dartos et une grande partie du Buck. Et là, vous êtes directement, vous voyez, au contact du spongieux et des bandelettes vasculo-nerveuses. La physiologie de l'érection, trois types d'érections. L'érection psychogène, secondaire au désir sexuel, au fantasme, aux odeurs, à ce que vous voulez. L'érection réflexe est celle par stimulation locale, et ça passe par la boucle parasympathique, on va y revenir. Et puis l'érection spontanée, c'est celle du sommeil pendant la phase de sommeil paradoxal, qui est indépendante de toute activité érotique ou de rêve érotique. Donc au niveau neurologique, l'état de flaccidité, c'est l'état naturel. La plupart des hommes sont la plupart du temps, bien sûr, en état de flaccidité parce qu'il y a un blocage orthosympathique et ça part au niveau cérébral, au niveau du noyau paraventriculaire, l'aire médiane préoptique, le locus coeruleus et le noyau paragigantocellulaire. Et la stimulation locale, elle, va passer par l'activation du système parasympathique entre S2 et S4, alors sinon c'est entre T12 et L2 pour le blocage du système orthosympathique. Les corps caverneux, ils s'apparentent à une éponge active. Il y a les tissus, les aréoles, si vous voulez, qui vont se remplir lorsque les fibres musculaires sont détendues. Et donc, ça va se remplir de sang pour favoriser l'érection, alors que la contraction va chasser le sang pour avoir l'état de flaccidité. Et donc, pour avoir la rigidité, il y a le rôle important de l'albuginé qui va se tendre avec une élasticité maximale. Et comme il y a une architecture qui fait qu'au fur et à mesure que la pression augmente, il va y avoir un blocage progressif de toutes les petites veines qui sont transalbuginéales, que vous voyez ici, qui font qu'à un moment, l'élasticité est maximale, il y a un blocage veineux et la rigidité est complète. Et n'oubliez pas ce que je vous ai montré tout à l'heure, les muscles ischio-caverneux qui vont compléter. Alors, le maintien de l'érection, le déclenchement, le maintien de l'érection, le déclenchement, il est surtout psychogène. On a envie parce qu'une vision, un contact, etc. Et il va s'installer le désir sexuel, le début de l'érection. Il n'y a pas forcément besoin d'une stimulation génitale. Ensuite, il peut y avoir bien évidemment le rapport sexuel sans contact génital. Et l'érection réflexe est entretenue parce que le fait que la verge soit au contact du vagin, que le gland bute, tout ça, ça va entretenir l'érection. Ça va, à chaque fois que le gland bute, ça va contracter en plus les ischios caverneux qui vont entretenir progressivement l'érection. Bien évidemment, quand un homme a des problèmes, il va aussi activer la voie réflexe d'activation, c'est-à-dire la stimulation parasympathique pour la stimulation génitale pour obtenir plus rapidement et plus facilement l'érection avant le début du rapport. Au niveau pharmacologique, au niveau des cellules endothéliales et terminaisonnaires caverneux, le principal neuromédiateur, c'est le monoxyde d'azote qui active un système qu'on appelle la forme cyclique guanylyl monophosphate. Vous voyez ici une hormone, une enzyme qui est importante, la phosphodiesterase 5, parce que c'est elle qui va faire que la fibre musculaire va se relâcher et va permettre l'érection. Les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 vont favoriser la relaxation de la fibre musculaire lisse et donc l'érection. La physiologie de l'éjaculation, donc c'est l'expulsion du sperme par le méa urétral. Alors c'est sous double contrôle du système nerveux autonome ortho et sympathique, mais également somatique par les muscles périnéaux. Alors les informations sensorielles sont reliées par la moelle épinière au cortex. Ça dépend bien évidemment des androgènes. Et puis il y a l'activité rythmique simultanée des glandes sexuelles et des muscles striés périnéaux avec une coordination que l'on verra un petit peu plus précisément tout à l'heure des noyaux spinautonomes et somatiques. La première phase, c'est l'émission, c'est-à-dire la concentration du sperme à l'intérieur de l'urètre. Alors, il y a les contractions de l'épidémie du canal sous contrôle sympathique, du liquide spermatique par la prostate et les véhicules séminales sous contrôle parasympathique. Tout ça se contracte également au niveau du col de la vessie avec le double contrôle sympathique et parasympathique. Et ensuite, il y a propulsion des spermatozoïdes et du liquide séminal qui fait que l'urètre va gonfler entre les deux verrous que sont le col de la vessie et le sphincter de l'urètre
qui sont fermés. Vous voyez ici la dilatation sur un papier espagnol des années 94. Et ensuite, vous avez l'expulsion avec la relaxation du sphincter urinaire externe et encore plus la fermeture du col de la vessie, et puis les contractions rythmiques dessous du muscle du bulbo-spongieux que je vous ai montré tout à l'heure, et éventuellement également du sphincter strié. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir et en plus, pour faire ces saccades qu'il y a, ben, il y a le muscle bulbo-spongieux qui va intervenir sous contrôle sympathique et somatique avec toute la musculature striée périnéale pour permettre la propulsion du sperme hors du méa urétral. Alors ça, c'est un profil éjaculatoire, c'est le papier que l'on est, un papier suisse. Vous voyez la phase prééjaculatoire d'émission, hein, qui dure 5 à 20 secondes, avec une augmentation qui va, vous voyez, jusqu'à 500 cm, 200 cm d'eau juste sur le col de la vessie, et avec une phase finale d'expulsion et avec une contraction 2 à 3 cm sous le col de la vessie au niveau du verumontanum. Là, c'est un film qui a été fait par un urologue de Clermont-Ferrand, qui est actuellement installé à Papette, qui est le docteur Fabien Reynaud, qui avait publié pour sa thèse, vous voyez, un film, vous voyez en direct une éjaculation, avec, vous voyez, les contractions que l'on devine ici. Voilà, ça avait été publié dans le programme d'urologie en 1999, et à ce jour, il n'y a pas d'autres films montrant une éjaculation par quelque moyen radiologique que ce soit. Donc ce film, il est collector. Vous voyez ici le sperme qui sort. Voilà. Et là, vous avez un électromyogramme du muscle bulbo-caverneux. Vous voyez, on voit les contractions au moment de l'orgasme, donc qui permettent d'avoir un surcroît de rigidité, beaucoup plus que le squeeze lorsque vous faites le réflexe bulbo-caverneux. Alors, la commande de l'éjaculation est sous contrôle de plusieurs neuromédiateurs, et le contrôle d'activation de la dopamine au niveau de l'aire médiane préoptique, et un contrôle d'inhibition par la sérotonine, au niveau des noyaux paraventriculaires. Et puis, il faut savoir aussi, ça a été découvert dans les années 2000, qu'il y a un générateur spinal de l'éjaculation. Alors, pour vous faire simple, c'est un endroit dans la moelle épinière qui va gérer toutes les afférences qui viennent du cortex, les afférences qui viennent du niveau périphérique, de façon à gérer le mécanisme de l'éjaculation. Tout ça sous contrôle sympathique et somatique. Et puis, il y a l'émission du sperme. Vésicule séminale, 50 à 80% de la composition, alors que la prostate, vous voyez, c'est 15 à 30%, un tout petit peu des glandes de Cooper, encore moins des testicules. Bien évidemment, c'est pour ça que quand on fait une vasectomie, voilà, il y a toujours une éjaculation et que l'homme ne voit pas la différence. Ça, c'est sous contrôle, on l'a vu tout à l'heure, du système nerveux autonome. Alors après, dans l'éjaculat, il y a un fractionnement des différents constituants au niveau du spermatozoïde. La première fraction, c'est celle qui est la plus riche en spermatozoïdes, qui sont stockés notamment dans l'épididyme, mais également un petit peu dans les vésicules séminales. La deuxième fraction, riche en sécrétion prostatique et en sécrétion des glandes bulbo-urétrales. Et ensuite, la troisième fraction, les vésicules séminales, le fructose, qui représente la majeure partie du volume d'éjaculation. C'est important à comprendre ça, parce que vous voyez, quand les hommes ratent leur spermogramme, souvent c'est la première fraction, tranquille, trouvent leur peau, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez, en plus d'avoir l'hypospermie, il faut toujours poser la question, refaire le spermogramme, parce que forcément, vous n'aurez pas trop une bonne idée de savoir s'il y a un sperme qui est normal ou pas. Après, trois petits mots sur le plan hormonal. Sur le plan hormonal, vous avez la fonction exocrine, c'est via les cellules de Sertoli qui fabriquent les spermatozoïdes, sous contrôle de la FSH de l'hypophyse, avec un rétrocontrôle de l'inhibine B, qu'on dose d'ailleurs lorsqu'il y a des problèmes de fertilité. Et la fonction endocrine via les cellules Leydig qui sécrètent avec la stéroïdogénèse la testostérone, avec un rétrocontrôle au niveau hypophysaire, mais également hypothalamique, avec bien évidemment une discussion entre les deux avec des phénomènes paracrines. Alors, simplement une petite au niveau de la testostérone, ça évolue au cours, je reviens en arrière, ça évolue au cours du temps, avec un pic de testostérone au niveau fœtal lorsqu'il y a la différenciation sexuelle. Au départ, c'est une origine placentaire, et puis après, il y a un relais par la LH. Ensuite, il y a un mini pic de testostérone chez le petit nourrisson, autrement, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Puis après, il y a la puberté, le développement des caractères sexuels secondaires,
la libido, la pilosité, la voix, et puis toutes les implications aussi au niveau musculaire, au niveau osseux, etc. Pour finir, un petit mot sur le cycle de la réponse sexuelle masculine. Ça, c'est la courbe de l'érection en fonction du désir et du plaisir sur Master Johnson, des sexologues des années 50. Donc, en gros, c'est d'ailleurs valable pour la femme aussi, c'est une modélisation assez simple de la phase d'excitation et de façon à arriver à l'érection complète, puis après la phase de plateau qui permet le rapport sexuel, puis ensuite une exacerbation avec un plaisir orgasmique, puis après une période réfractaire. Alors bien évidemment, lorsqu'on voit cette courbe, la période de plateau parfois est un petit peu courte, et l'éjaculateur précoce, ça pourrait aller beaucoup plus vite. La période réfractaire et la période de détumescence peut être très très courte, voire quasi inexistante chez l'homme jeune, et puis s'allonger au fur et à mesure de l'âge et donc d'espacement des rapports sexuels. Voilà, si vous avez des questions complémentaires, vous avez mes deux mails, afex@fu.fr, drfex@gmail.com, et j'en ai fini donc pour la physiologie de l'érection, de l'éjaculation sur le plan hormonal, la stéroïdogénèse et la réponse sexuelle. Je vous remercie.